Le 21e siècle sera-t-il celui de l'Afrique? C'est notre grand angle. Qu'attend l'Afrique sur le plan économique, politique, sociétal? Vaste question, nous n'aurons pas assez d'un grand angle pour en faire le tour. Vous y consacrez un livre paru aux éditions L'Aube. Bonsoir Benoît Charvalier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire français, vous avez travaillé pour la Banque africaine de développement, sillonné le continent africain et donc auteur de ce livre, Ce qu'attend l'Afrique aux éditions L'Aube, je viens de le dire. Et vous allez croiser votre expérience, votre point de vue avec une experte bien connue de nos téléspectateurs. Bonsoir Négalé Bagayoko. Bonsoir. Vous êtes politologue et présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Merci d'être avec nous. Alors sommes-nous à un point de bascule pour l'Afrique qui est un continent avec 54 pays, avec ses spécificités, ses langues, ses cultures, ses économies aussi, ce qui n'a pas toujours été pris en compte. L'Afrique qui n'a même pas la bonne taille sur les cartes du monde, des organisations se mobilisent pour faire bouger les lignes. Un sujet signé Louisa Abrit. L'Afrique et le Groenland font la même taille. C'est la représentation habituelle des cartes. Il s'agit de la projection Mercator, qui date de 1538 et que l'on utilise encore aujourd'hui. Pourtant, l'Afrique fait 14 fois la taille du Groenland. Faire des cartes plus justes, c'est le combat de deux organisations. La taille actuelle de la carte de l'Afrique est incorrecte. C'est la campagne de désinformation la plus longue de l'histoire et elle doit s'arrêter maintenant. Comme la Terre est ronde, ils ont diminué la taille du continent pour tout faire rentrer. Ensemble, ils ont fondé le projet Correct the Map, ou corriger la carte en français, et veulent démocratiser l'usage d'une carte qui se rapproche davantage de la taille réelle des pays. C'est celle-ci, publiée en 2018. Et ça change un peu la donne. Nous travaillons sur une campagne pour promouvoir une projection plus juste de la taille des pays, pour que ça devienne la norme principale dans les salles de classe, mais aussi dans les institutions internationales. Les implications de l'usage d'une carte fausse, c'est que quand on croit être face à quelque chose de beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement, vos stratégies politiques, vos investissements financiers dans cette chose sont impactés car vous les basez sur des informations incorrectes. Le continent africain fait 30,37 millions de kilomètres carrés, soit les États-Unis, la Chine et une partie de l'Europe réunis. L'Union africaine s'est emparée du débat et soutient la campagne afin de redonner au continent la place qu'il occupe réellement dans le monde. Voilà, redonner sa place à l'Afrique et ne pas la réduire à un continent uniforme. C'est tout l'objet de votre livre, Benoît Charvalier. Oui, alors sur la diversité, évidemment, c'est une diversité culturelle, linguistique, vous l'avez évoqué en introduction. Une diversité, alors quant à la taille, alors en effet, l'Afrique représente, et votre dernière illustration le montre, l'équivalent des États-Unis, de l'Inde, de l'Europe et de la Chine réunis. Alors d'ailleurs, je note que cette intégration avait été effectuée il y a maintenant près de 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans, par quelqu'un qui s'appelle Kai Krause, qui avait justement intégré la diversité et la taille de ces différents pays dans la taille de l'Afrique. Bon. Alors ensuite, sur la question dont il est l'objet aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de mieux représenter la véritable taille du continent, donc pour mémoire 30 millions de kilomètres carrés, là ça renvoie à une autre problématique qui est celle de l'intégration du continent d'un point de vue économique, politique, et donc là on va sur une cartographie qui est différente. Oui, on va y revenir largement. C'est vrai que c'est 54 pays, on le rappelle, le Négalé Bagayoko, mais parfois c'est considéré presque comme un pays, l'Afrique. On en revient de ce cliché. C'est d'ailleurs une plaisanterie du côté des Africains qui disent oui, bien sûr, l'Afrique, ce grand pays. Parce que effectivement, trop souvent, on considère que les Africains se valent les uns les autres d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique, d'un point de vue social ou également. Donc en effet, cela fait partie des clichés qui sont particulièrement bien déconstruits dans le livre dont nous parlons ce soir. Voilà, des clichés, parfois des méconnaissances, et même au plus haut niveau,
je voulais vous faire réécouter Donald Trump avec cette séquence qui est devenue virale. C'est avec le président du Libéria. On écoute. Nous tenons à vous remercier pour cette opportunité. Eh bien, merci. Et un si bon anglais, un si bel anglais. Où avez-vous appris à parler si bien? Où avez-vous été éduqué? Voilà, c'est un contre-exemple, j'ai envie de dire, ou un exemple malheureux, Benoît Chervalier, mais qui montre aussi l'intérêt des États-Unis, et c'est pas les seuls, envers les pays africains. Alors, si on parle de la question de l'intérêt des États-Unis vers le continent africain, celui-ci doit être quand même fortement tempéré. Parce que notamment si on regarde l'évolution de la trajectoire plutôt des flux commerciaux, c'est-à-dire les exportations et les importations américaines vers les États-Unis et donc des États-Unis, celles-ci en réalité ont fortement baissé depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, ça avait commencé sous Barack Obama. Donc, faut pas toujours entre guillemets essayer de. Est-ce que là c'est un retour vu qu'on voit? Est-ce que c'est un retour de flamme entre guillemets avec Donald Trump là qui reçoit ces dirigeants africains, ou c'est de la poudre aux yeux selon vous? Alors non, je pense que c'est la conjugaison de deux choses. C'est d'une part le fait d'envoyer un signal à l'égard d'autres puissances et en particulier la Chine. Faut jamais oublier qu'évidemment un certain nombre de pays africains font l'objet à la fois de convoitises et d'enjeux économiques, géopolitiques, et donc les États-Unis ne veulent pas laisser, on va dire, une forme de tête-à-tête s'installer entre la Chine et un certain nombre de pays africains. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait, et les pays d'ailleurs qui ont été choisi par le président américain pour les accueillir à la Maison Blanche, donc pour mémoire la Mauritanie, le Guinée-Bissau, le Libéria, le Sénégal et le Gabon, était à cet égard assez intéressant parce qu'il n'a pas reçu entre guillemets les grands pays, alors qu'il reçoit d'ailleurs davantage à titre bilatéral. On se souvient de Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui avait été reçu également à la Maison Blanche peu de temps avant. Mais là, c'est un signal envoyé aussi, c'est intéressant, à des petits pays, parce que je rappelle que les 5 pays africains là, dont on vient de parler, à l'exception du Sénégal qui compte à peu près 18 millions d'habitants, mais pour les autres, c'est des pays qui en gros comptent autour de 2 millions d'habitants. Donc ce sont réellement des petits pays, et donc ça c'est un signal aussi intéressant à noter. Alors vous faites une cartographie des puissances économiques africaines. Vous mettez l'accent sur le Nigeria et l'Afrique du Sud qui, semble-t-il, sont quand même les grands rivaux. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Niagalé ? Concernant le Nigeria, Afrique du Sud, qui sont un peu les moteurs, un peu les moteurs de oui, et ça traditionnellement avec l'Égypte aussi, ça fait partie des grandes puissances effectivement du continent, mais parfois des puissances au pied d'argile, parce que ils sont aussi ces pays traversés de fragilités internes, notamment sur le plan socio-économique. Mais pour compléter ce qui était dit à propos du rôle notamment des États-Unis en Afrique, il est intéressant de voir que même si l'Afrique a toujours figuré au dernier rang des priorités stratégiques des États-Unis, c'est pas une spécificité républicaine, on voit une approche relativement originale qui est désormais adoptée par Donald Trump. Intéressé aussi, on y reviendra dans quelques instants, mais... oui, mais qui n'est pas intéressé? Et ce que je pense important de mettre en relief, c'est le fait que c'est plutôt côté européen qu'on réalise que d'autres que la France et les autres pays de l'Union européenne sont aussi présents en Afrique. Pour rappel, des pays comme la Chine, comme la Turquie, comme Israël, ou comme les pays du Golfe, de manière encore plus ancienne, sont présents depuis 25 ans, voire depuis 40 ans sur ce continent. Donc en réalité, c'est plutôt l'importance qui est accordée ailleurs à l'Afrique, qui est aujourd'hui découverte, selon moi, avec surprise, plutôt qu'une réalité dans des faits. Alors Benoît Chervalier, justement, je voulais revenir. Alors effectivement, vous citez le Nigeria, l'Afrique du Sud. Il y a le côté anglophone et côté francophone. Vous faites quand même la distinction avec la Côte d'Ivoire qui serait là un peu un modèle à suivre ?
Alors plus précisément, dans mon livre, j'ai distingué 3 types de pays. Donc, ce que j'ai appelé les locomotives, les grandes locomotives. Donc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui sont les 3 premières économies du continent. D'ailleurs, le FMI indique que d'ici 2028, l'Égypte devrait devenir la première économie du continent. Et ce que j'indique, et c'est la raison pour laquelle je me suis concentré sur l'Afrique de manière discrétionnaire et subjective, sur l'Afrique du Sud et le Nigeria, c'est que ce sont 2 économies plutôt malades. Donc, autrement dit, les locomotives sont pas nécessairement celles qui sont en mesure aujourd'hui de jouer réellement le rôle qu'on attendrait d'elles, c'est-à-dire un rôle d'impulsion et un rôle de locomotive. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de pays, ce que j'appelle les économies intermédiaires, dans lesquelles figurent des pays comme la Côte d'Ivoire, qui, elles, ou le Kenya, ou le Maroc, qui sont des pays beaucoup plus dynamiques. Donc, je les catégorise non pas en termes anglophones ou francophones, mais plutôt par rapport à une dynamique économique. Et enfin, une troisième catégorie qui sont les petites économies, et la taille, en gros, ne préjuge pas de la performance économique, puisque dans cette catégorie, on retrouve à la fois des économies dynamiques, voire très dynamiques, comme le Bénin récemment, ou dans un autre cas de mesure, le Rwanda ou l'île Maurice, avec d'autres qui sont clairement beaucoup plus fragiles. Et vous rappelez que 15% environ des pays africains commercent entre eux, contre environ 60% pour l'Union européenne. Donc il y a vraiment un travail, toute une dynamique à mettre en place. Alors la zone de libre-échange, est-ce que ça va être vraiment porteur? Et vous nous dites que la fin du CFA, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Alors là, on fait on passe de sujets commerciaux aux sujets monétaires. Juste une dernière chose sur les sujets commerciaux, pour bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 7 pays africains représentent à peu près 70% du PIB africain sur 54. Donc ça veut dire qu'il y a une grande concentration. Et inversement, on a 36 pays qui capturent environ 13% du PIB. Donc ça veut dire qu'il y a une grande fragmentation économique et donc qui justifie l'intérêt de justement renforcer les accords commerciaux. Alors maintenant, sur votre question plus précise sur la politique monétaire, alors en réalité, l'explication, l'analyse que j'en fais est assez nuancée, c'est de dire pour aller où. Le premier point que je mentionne, et ce qui me semble absolument fondamental, et là je prends un peu ma casquette d'économiste que j'enseigne à l'ESSEC notamment, c'est le fait de la confiance envers une monnaie. Si les populations n'ont pas confiance en leur monnaie, c'est une catastrophe. Et l'histoire économique, financière et monétaire de tous les pays l'ont montré. Donc avant de réfléchir à quelconque, modification, il faut garder en tête justement cette nécessité de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, et pourquoi il n'y aurait pas de confiance? Il n'y a pas une confiance si, par exemple, on construit une monnaie alternative rapidement ou assis sur des fondements qui sont fragiles ou qui sont faits, on va dire, sur la base de considérations autres, alors, et en particulier politiques, voire partisanes, et pas sur un raisonnement économique. Alors, on va faire réagir, si vous le voulez bien, parce qu'on va faire réagir Niagalé. Puis vous, est-ce que vous pensez, la fin du CFA, effectivement, est-ce que les populations peuvent avoir de l'appréhension? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 visions différentes de la monnaie, notamment en Afrique de l'Ouest. Il y a la vision, pour simplifier, qui est poussée par le Nigeria et celle qui est poussée par la Côte d'Ivoire. Mais au-delà, à mon avis, des données macroéconomiques ou microéconomiques d'ailleurs, il faut voir l'aspect symbolique. Aujourd'hui, le franc CFA est perçu par beaucoup de populations en Afrique de l'Ouest comme un symbole de néocolonialisme auquel il convient de mettre fin. On a vu qu'il s'est produit la même chose à propos de la présence militaire française et cela reste l'une des cibles, notamment des mouvements ultra-souverainistes ou néo-panafricanistes. Alors on va passer à une autre question que vous posez, Benoît Chervalier, c'est-à-dire la démographie importante sur le continent, une chance ou un piège? Alors quelle est votre réponse à cela? Alors c'est évidemment une réponse, comme tous les sujets appelleraient de passer beaucoup plus de temps ensemble.
Alors, en réalité, si j'ai à la résumer de manière simple, il n'y a pas une démographie, mais il y a des démographies. Donc, c'est comme en Afrique, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a des pays qui ont déjà entamé une forme de transition démographique. Je pense à des pays d'Afrique du Nord, en particulier la Tunisie et le Maroc, mais aussi des pays comme Maurice. Maurice est aujourd'hui moins de 1,5 enfants par femme, ou des pays qui ont entamé une forme de transition comme le Rwanda, le Gabon ou le Ghana. À côté de ça, on a des pays qui sont aussi faiblement peuplés. Je pense au Botswana. Le Botswana, c'est la superficie d'un pays comme la France, mais avec une population de Paris intramuros, c'est-à-dire environ 2,5 millions d'habitants, et un taux de natalité à peu près de 2,5. Et donc, à côté de ça, on a des pays qui sont en revanche extrêmement dynamiques. Et l'exemple un petit peu imagé que je prends notamment dans le livre, c'est évidemment le Nigeria. Le Nigeria, c'est à peu près 230 millions d'habitants aujourd'hui, et aujourd'hui, il naît autant d'enfants au Nigeria qu'aux États-Unis en Europe réunie. Donc évidemment, quand on parle de l'explosion démographique, qui est vraie d'un point de vue, si je puis dire, macro, en réalité, elle est concentrée sur un certain nombre de pays, en particulier le Nigeria, mais pas que, l'Éthiopie, l'Égypte. Je me permets de vous interrompre parce que là, le temps, juste pour revenir sur le côté diplomatie, parce qu'on parlait du président sud-africain, il a passé un coup de fil à Zelensky, donc on voit aussi que l'Afrique veut exister. Le problème, c'est intégrer les institutions internationales. Il y a encore du chemin à faire, Niagalé ? Alors il y a cette question, ce serpent de mer, je dirais, de l'extension du Conseil de sécurité des Nations Unies à un représentant de l'Afrique. La grande question est de savoir quel représentant, parce que les pays africains ne sont pas d'accord entre eux. Cela fait vraiment partie des problématiques. Finalement, l'absence de vision commune, politique aussi à l'intérieur de ce continent. Par ailleurs, il faut rappeler que les instances multilatérales, aujourd'hui, partout dans le monde, à commencer sur le continent africain, sont dans un état de dislocation. On le voit notamment avec la CEDEAO qui a perdu récemment 3 de ses membres, donc 4 membres en moins depuis que la Mauritanie l'avait déjà créé. Donc ce n'est pas forcément sur ce terrain-là qu'il y a un avenir, puisque le multilatéralisme est en perte de vitesse partout dans le monde. Alors je vais vous demander de conclure très brièvement, Benoît Chervalier. Effectivement, c'est la fragilité de l'Afrique aujourd'hui, le côté diplomatique, politique ? Je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça parce que j'y consacre un chapitre, notamment en mettant en lumière le système de Bretton Woods, donc la Banque mondiale, le FMI d'un côté, et le système entre guillemets qui se présente comme alternatif, qui est celui des BRICS et du Sud global, où on voit que par exemple le pourcentage de droits de vote des pays africains au sein de la Banque asiatique pour les infrastructures est inférieur à celui qu'elle a auprès de la Banque mondiale. Donc, ça montre que la situation est beaucoup plus complexe et qu'il s'agit d'avoir une approche par pays de manière intégrée et de savoir surtout... Et c'est tout l'objectif de votre livre, tout l'objectif, vraiment, effectivement, cette approche nuancée, pays par pays. Je le conseille à nos téléspectateurs, ce qu'attend l'Afrique. Merci infiniment à vous deux. Maintenant, il faut qu'on retrouve